Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Je vous retrouve donc pour une nouvelle vidéo qui sera un point lecture où je vais vous parler des 3 derniers romans qui m'ont tenu compagnie ces derniers jours. Voilà, c'est varié. Bon, on reste quand même dans le thriller polar, mais voilà, dans des styles, voilà, dans des styles complètement différents. Alors voilà, comme vous pouvez le constater, Gros Minet est dans la place, avec aujourd'hui un petit thé coquelicot gourmand, spécial dédicace à Manon de la chaîne Vibration Littéraire. Je ne sais pas si tu passeras voir cette vidéo, au cas où, voilà, je sais que c'est ton thé préféré, un de tes thés préférés, donc voilà, spécial dédicace à toi, Manon. Donc on va commencer avec 2 lectures communes. J'ai fait 2 lectures communes et une lecture commune avec moi. Voilà. Alors, la première lecture commune, je l'ai faite avec Maude de la chaîne Des livres une fille. Il s'agit de L'escalier du diable de Dean Koontz. Je vous mettrai l'image ici. Euh, c'est le 3e volume des aventures de Jane Auken. Alors, comme c'est un tome 3, hein, je ne vais pas trop vous en dire, parce que, bon, quand même, voilà, il s'agit quand même d'un tome 3. Pour résumer, grosso modo, il s'agit de suivre l'aventure de Jane Auken, qui est agent du FBI et qui enquête sur la mort de son mari Nick. Son mari s'est suicidé, or elle a toujours estimé que la mort de son mari n'était pas un suicide, qu'on avait poussé son mari à se suicider, donc que c'était un assassinat, et elle pourchasse les personnes qu'elle estime responsables de la mort de son mari et de plein d'autres gens, ce qui fait que c'est une femme elle est devenue la femme la plus recherchée des États-Unis. Elle a été obligée de mettre son petit garçon en sécurité parce qu'on avait menacé des pires horreurs son petit garçon, et au fur et à mesure des tomes, elle se rapproche petit à petit de ce qu'on imagine être la tête pensante du complot. Et ici, dans L'escalier du diable, on est toujours dans la poursuite de Jane des méchants qui ont assassiné son mari. Et là, elle a en tête, en point de mire, une personne qui la pourchasse, que l'on voit depuis le premier tome, et qui la pourchasse. Or, ici, c'est cette personne-là qu'elle décide de kidnapper et d'obtenir des réponses et des informations de sa part. Donc, voilà, on suit tout ça dans ce roman. Parallèlement à ça, on a l'histoire de 2 jumeaux, un garçon et une fille, qui sont pourchassés aussi par ce groupe qui cherche à implanter la chose qui les contrôle et qui leur permet de faire des choses absolument abominables et de se tuer par la suite. Et donc du coup, on suit cette traque des jumeaux, parce que forcément, ces jumeaux ne se laissent pas faire. On les suit, il se passe un certain nombre de choses, et puis après, plus rien. Après, plus rien, on ne voit plus du tout les jumeaux dans l'histoire, parce que ça occupe quand même un bon tiers du roman. Et après, plus rien. On n'a pas, on sait pas pourquoi. Enfin, si, on sait pourquoi ils s'en sont pris à eux, mais qu'est-ce que ça apporte à l'histoire? Est-ce que non, ça apporte pas un plus. C'est juste une illustration de plus du pouvoir qu'ont ces gens, des moyens qu'ont ces gens quand ils ont des noms, quand ils ont à s'en prendre aux gens qui sont sur cette fameuse liste. Ils déploient tous les moyens possibles et inimaginables pour pouvoir traquer ces personnes. Mais à part ça, l'histoire des jumeaux dans ce tome-là, ça apporte pas grand-chose. On suit toujours avec autant de passion le combat de Jane vis-à-vis de ces personnes. Et dans ce roman, dans ce 3e tome, il va se passer quelque chose de terriblement émouvant et choquant, même si alors justement on a discuté avec Maud, même si voilà, on se doutait que potentiellement ça pouvait arriver depuis le premier tome,
Dans ce troisième tome, ça arrive. Et je peux vous dire que le cœur bat très très fort. On est, on a très peur pour on a vraiment, franchement très peur pour un personnage de ce roman. Je peux pas trop vous en dire parce que ce serait spoilé, mais voilà, j'attends, moi personnellement maintenant, j'attends la suite parce que là concrètement il y aura une suite et j'espère très sincèrement aussi que ce sera le dernier parce que je trouve quand même qu'on commence un petit peu à tourner en rond. C'est toujours le même schéma, c'est toujours la même façon de procéder. Et je pense qu'au bout d'un moment, il est temps que ce soit pour le lecteur et à la fois pour le personnage de Jane, il est temps de dire stop et de vraiment mettre un terme, mettre un point final à cette histoire. Je trouve que le personnage de Jane évolue énormément. Alors, sur 3 tomes, on est en période temporelle, on est sur quelques mois. Il se passe énormément de choses sur ces 3 romans, et pourtant, il n'y a que 3 ou 4 mois qui se sont passés depuis l'assassinat de son mari jusqu'aux événements du 3e tome. Donc mais c'est vraiment passionnant. Le complot imaginé par ces personnes est réellement flippant parce qu'on se dit qu'un esprit malveillant et beaucoup d'argent, eh ben on pourrait très bien arriver à ce niveau de perversité. Et franchement, c'est flippant. Hein, voilà. Donc, je vous conseille quand même vraiment, si vous ne connaissez pas si vous n'avez jamais lu, je vous conseille hein, quand même ces 3 tomes, ne serait-ce que pour l'évolution du personnage de Jane et pour la continuité de l'histoire aussi, bien évidemment. Voilà, c'était pour moi une très très bonne lecture commune. Je ne regrette pas du tout et j'espère très sincèrement que le 4e tome sera un jour traduit en France. Je ne sais même pas s'il est écrit d'ailleurs, mais voilà, j'espère vraiment avoir le fin mot de cette histoire un jour ou l'autre. Excusez-moi, je bois un petit coup, j'ai soif. Je vais poser ma tasse quelque part. Voilà, je la pose à côté. Donc ensuite, 2e lecture commune que j'ai lue avec Floris de la chaîne Flofly. Je vous mettrai la chaîne en barre d'infos. Alors pour lui, c'était sa première lecture commune. Je ne sais même plus comment on en est venu à décider de lire ce roman en lecture commune. Je m'en rappelle plus. Bref, on s'est calé Insectes de Maxime Chatham. Alors moi j'ai l'édition Albin Michel. J'aime beaucoup. Alors bon, il faut savoir que Maxime Chatham est un de mes auteurs chouchous. J'ai acheté ce roman parce que c'était le nouveau de Maxime Chatham. Sauf que bon faut savoir une chose, je suis insectophobe. Alors bon, les mouches, hein, ça me fait rien. Par contre, tout ce qui rampe, tout ce qui vole, qui risque de piquer, ça par contre j'aime pas. J'aime pas du tout même. Je vais même je vais vous raconter une anecdote parce que j'avais dit à Florie, j'ai fait oh là là, c'est vrai que sur les insectes j'ai quand même une anecdote, mais je te la dis pas maintenant, je la dirai en vidéo quand je ferai mon point lecture sur ce roman. Donc voilà, Florie, ce moment est pour toi. J'étais encore dans mon ancien appartement. Voilà, chérie habitait avec moi et j'étais dans la cuisine et j'ai ouvert le paquet de pain de mie pour me sortir une tranche. Et là, je sors la tranche de pain de mie. Et là, je vois un tout petit verre de farine qui sort de la tranche. Donc, voilà, ting, 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 qui sort de la tranche. Et là, je balance la tranche, je pousse un cri, bah! Voilà, mon chéri arrive dans la cuisine, et puis il me voit faire un bond de 2 mètres. J'arrive à la porte de la cuisine, et je lui dis, regarde là-bas, là, il y a un machin, là, ça, là. Alors il va voir, et il constate que le machin, comme ça, il me dit, mais c'est tout petit. Il me fait, qu'est-ce que tu veux que ça te fasse? La petite bête va pas avancer la grosse. Je m'en fous, débarrasse-moi de ça. Bref, j'étais limite hystérique. Il me fait, mais viens, il veut te faire un bisou. Je m'en fous, débarrasse-toi de ce machin. Bref,
Donc, il a pris le petit machin. Alors, il a quand même eu l'esprit sadique pour prendre le petit truc là dans sa main, venir à côté de moi et me dire tiens, tu veux pas lui dire au revoir avant que je le jette dehors? Il avait quand même le verre dans sa main, et puis bon, il l'a mis dehors après, c'était parti. Mais voilà, pour vous dire que je déteste tout ce qui rampe, ce qui est susceptible de pitié. Alors, je vous raconte pas quand tu me dis bon bah voilà, il va falloir que je lise insectes, ça traite quand même un petit peu des insectes là-dedans. Ici, voilà, le roman commence avec une vieille dame qui est assise sur son rocking chair devant sa maison et qui se fait attaquer par des insectes. Alors il y a une scolopendre, une araignée et un mille-pattes. Mais pas un gentil mille-pattes, pas un gentil mille-pattes qui se transforme en rien du tout d'ailleurs. Je ne sais même pas si un mille-pattes se transforme en quelque chose. Non, c'est les larves de papillons. Enfin, bref, peu importe. Et du coup, elle meurt dans d'atroces souffrances. Et bon, alors le roman commence comme ça, et on se dit bon, moi qui ai la phobie des insectes, je pense que cette lecture va être compliquée. Et pourtant, malgré quelques scènes un peu black, le roman est très très bon. Moi j'ai beaucoup aimé ce roman. Alors on a plusieurs personnages. On a le personnage d'Atticus Gore qui est enquêteur à New York. Non, il n'est pas à New York lui. Non, il est à Los Angeles, je dis des conneries. Il est enquêteur à Los Angeles et il est mis sur une affaire un peu glauque. Ses collègues de la police lui disent bon bah voilà, on a trouvé un cadavre, c'est pour toi. Cette affaire est pour toi, tu vas voir, ça va te parler, vas-y, tu vas voir. Et donc du coup, il y va. Il se rend du coup dans un zoo où on a découvert un cadavre absolument, complètement vidé de toute substance. Il ne reste plus que la peau et les os. Et un peu genre momifié, mais on dirait voilà, que la victime a été bouffée de l'intérieur. Donc effectivement, c'est particulièrement heurtant pour son esprit de policier, et sur la scène de crime, il retrouve énormément d'insectes morts, écrabouillés. Donc je vous laisse un peu imaginer la scène. Et donc du coup, il commence à enquêter un petit peu sur la personne, enfin déjà sur la victime. Déjà, ça a été tout un travail pour l'identifier, parce que vu ce qui restait, c'était quand même un peu complexe. Et parallèlement à ça, on a Kat Kendall, qui est détective privée à New York, et elle est missionnée par une femme dont la fille a disparu sans laisser de traces depuis quelques semaines, et du coup elle est très inquiète parce qu'elle n'a aucune nouvelle de sa fille. Alors Kat commence à enquêter, elle se rend du coup dans l'appartement de la jeune femme, et là elle va faire une découverte un peu gore aussi, et ce qui va la conduire à penser qu'il est vraiment arrivé quelque chose à cette jeune femme, qu'elle a été embrigadée dans une espèce de secte par un espèce de gourou absolument machiavélique, et elle va continuer son enquête. Alors bien évidemment, on se doute bien qu'à un moment donné, les deux enquêteurs vont se rencontrer et que leurs affaires sont liées. Voilà, faut pas sortir de Saint-Cyr non plus pour se douter que les deux vont se rencontrer. On se demande juste à quel moment et comment, par quel truchement d'enquête, ils vont arriver à se rencontrer. Et c'est tout le savoir-faire de Maxime Chatham d'arriver à tricoter deux intrigues en parallèle qui, arrivés à un moment, vont trouver un point commun et se retrouver. Et j'ai beaucoup aimé le personnage d'Atticus Gore qui est non seulement particulier par ses marottes, parce qu'il est quand même féru d'entomologie, à savoir l'étude des insectes, donc forcément avec une victime où on retrouve énormément d'insectes autour, forcément ça va lui parler, forcément ça va lui titiller un petit peu son instinct de flic. J'ai aussi beaucoup aimé le personnage de son partenaire. Alors lui, son partenaire, il peut être un peu brut de décoffrage au premier abord, mais voilà, il est pâteau, il est bourru, il est un peu lourd, parce qu'il a des vannes un peu limite, mais quand on gratte un peu cette surface, ce vernis,
on s'aperçoit quand même que cet homme-là a un bon fond, que c'est pas le mauvais bougre, et il va apporter les preuves que finalement c'est pas un si mauvais gars que ça dans le roman. J'ai beaucoup apprécié ça. On a aussi avec Floris beaucoup apprécié le fait que Atticus est gay, et on le sait dès le départ dans le roman. Alors, pourquoi dire que ce personnage est gay dès le départ? Parce que ça a quand même une importance dans son mode de vie, dans la façon ce qui a forgé son caractère. Parce qu'on l'apprend un peu dans le roman, ça n'a pas toujours été facile. Il y a eu une enfance difficile, et c'est pour ça qu'on le sait dès le départ. Mais voilà, c'est pas stigmatisant, c'est pas dans le pathos, c'est pas voyeuriste. Ça montre juste, voilà, c'est un élément de son caractère. Alors, est-ce qu'on peut dire, voilà, que voilà, son genre, voilà, ses aptitudes, enfin, c'est pas ses aptitudes sexuelles, comment on dit, ses accointances sexuelles sont un trait de caractère, mais voilà, ça fait partie de lui, ça fait partie de son personnage, et, euh, et en fait, voilà, et le complot qui est dévoilé là-dedans, à un moment, on peut se dire, est-ce que c'est de la science-fiction? Mais en fait, il faut quand même lire les notes de l'auteur à la fin, où il donne des exemples que ce qu'il a imaginé dans le roman, euh, eh ben la réalité n'est pas loin. Alors pas à aussi grande échelle, mais que c'est pas réellement de la science-fiction. Il y a déjà eu des cas, donc un petit peu flippouille hein, quand même, non? Donc voilà, et on espère vraiment aussi avoir un autre roman avec le personnage d'Atticus, et voire même avec Kat, parce que le duo a plutôt bien fonctionné. Voilà, ils ont des failles, ils ont des fêlures, mais je pense qu'ils vont bien s'entendre tous les deux en termes de personnalité. On peut assister à une belle amitié entre ces deux personnages, mais c'est vrai qu'avec Maxime Chatham, on n'est jamais sûr de rien. En tout cas, moi j'ai beaucoup aimé cette histoire. J'ai beaucoup aimé comment il a tricoté son intrigue. La fin, alors, comme dans le Signal, a pas été menée trop vite. Euh, la fin est plutôt bien amenée. C'est un peu, voilà, c'est spectaculaire, un peu digne des gros blockbusters américains, mais ça reste malgré tout crédible. J'ai beaucoup aimé. Moi, voilà, il y a pas, enfin, voilà, ce roman n'a pas eu excellente presse, mais bon, avec moi, ça l'a fait, avec Floris, ça l'a fait aussi. C'est une excellente première lecture commune qu'on a eue ensemble. J'espère que ce ne sera pas la dernière. Donc, Floris, hein, si tu regardes cette vidéo, j'espère que tu regarderas, sinon tu seras puni très sévèrement. Voilà, j'espère qu'on aura d'autres lectures communes ensemble aussi bonnes que celle-ci. Excusez-moi, je rebois un coup parce que ça fait soif. Alors, ensuite, je vais vous parler de Quantum, de Patricia Cornwell, paru aux éditions J.C. Lattès. C'est la nouvelle saga proposée par l'autrice, une enquête de la capitaine Chase. Alors, Patricia Cornwell, s'il y a encore besoin de la présenter, c'est la créatrice de la première femme médecin légiste de la littérature policière et du thriller. En la personne de Kees Carpeta, elle a créé ce personnage il y a une bonne vingtaine d'années quand même, et à l'époque, ça a fait, voilà, elle a mis un grand coup quand même dans la fourmilière. C'était quand même un personnage extrêmement emblématique de la littérature du thriller. J'ai beaucoup aimé cette saga. Je me suis passionnée, j'ai même d'ailleurs voulu être médecin légiste à cette époque-là. Bon, il s'avère que ma vie professionnelle a pris un chemin complètement opposé à la médecine légale. Bref. Donc ici, on se trouve avec la nouvelle série de l'autrice qui met en scène une jeune femme qui, qui a appartenu à l'armée, qui a quitté le corps de l'armée et qui est maintenant affiliée à la NASA. Elle est enquêtrice en cybercriminalité pour la NASA et spécialiste en
mécanique quantique. Et donc le roman commence où elle a reçu une alerte et elle doit aller quand même vérifier ce qui se passe à l'endroit d'où l'alerte est partie. Elle emmène avec elle sa meilleure amie, qui est claustrophobe. Alors je vous raconte pas le fait de descendre dans un tunnel pas très large, pas très éclairé, où il y a des trucs qui grouillent, qui rampent, voilà, où il n'y a pas énormément de lumière. Ça peut devenir un petit peu flippant, hein. On se met à la place de cette jeune femme. La descente du tunnel n'a pas été une partie de plaisir. Et pendant ce temps-là, pendant une bonne centaine de pages quand même, le personnage du capitaine Chase nous raconte le travail qu'elle fait pour la NASA et un petit peu l'historique du lieu où elle travaille, où elle se trouve, les tenants, les aboutissants, les différentes missions, les différents corps de métier qui travaillent là-bas, l'historique un petit peu, comment a été créée la NASA à la base. Il faut savoir que c'est l'idée de base de la NASA. D'abord, elle ne s'appelait pas NASA à l'époque quand elle a été créée, mais NACA. Voilà. Le S est venu peu après, à la suite de la course à l'espace avec l'URSS. Et voilà, alors, on nous explique vraiment tout ça pendant, moi je dirais bien 125 pages quand même. Et à partir de ce moment-là, commence un petit peu le vif du sujet, à savoir que sa sœur jumelle a disparu et apparemment elle s'est quand même un petit peu mise dans le pétrin. Ouais, mais un petit peu compliqué. Personne n'a de ses nouvelles depuis plusieurs semaines. Et on commence à la rechercher. On voudrait un petit peu mettre la main dessus, car elle est la dernière personne à avoir vu vivante un homme qui est chercheur dans une boîte privée qui travaille pour la NASA. Et voilà, cette personne a disparu et comme sa sœur est la dernière personne à l'avoir vue vivante, on attend grandement de son témoignage. Mais bon, elle a quand même disparu dans des circonstances un peu troublantes. On apprend que sa sœur jumelle a changé de comportement pendant plusieurs semaines avant sa disparition, qu'elle avait beaucoup de sautes d'humeur, qu'elle était d'humeur inégale, qu'elle pouvait très bien vous envoyer chier à un moment et être tout sourire de l'autre, à vous engueuler copieusement et à vous offrir une bière par la suite. Bref, il se passe quand même quelque chose avec sa sœur. Et du coup, pour Cally, il va s'agir d'une course contre la montre pour d'abord retrouver sa sœur et savoir exactement ce qui s'est passé. Parallèlement à ça, on a quand même une petite fuite dans la sécurité là-bas à la NASA. Pour info, un pass qui permet d'accéder à des lieux sensibles a été dérobé et la personne à qui appartenait ce badge a été retrouvée suicidée. Alors, le suicide est un peu remis en cause parce que la façon dont elle s'est suicidée est un peu fort de café, hein, si on veut dire. Et voilà, pour Cally, il y a quand même beaucoup de coïncidences, beaucoup trop de coïncidences pour que ce soit naturel dans cette histoire. Et du coup, elle va mener l'enquête à la fois pour innocenter sa sœur, mais aussi parce que elle est quand même atteinte de TOC, hein, cette fille-là, parce que elle a un besoin de contrôle et un besoin de vérifier tous les détails. Elle dit à un moment qu'il faut absolument qu'elle soulève toutes les pierres pour être sûre de ne louper aucun détail. Ça m'a fait rire parce que par moments je suis un petit peu comme ça. Bref, moi alors passé outre la grosse partie technique, scientifique, historique en tout début de roman, moi j'ai beaucoup aimé et j'ai beaucoup aimé cette histoire. Alors le nouveau personnage, c'est vrai qu'au début je la trouvais un petit peu too much parce que voilà, elle est jeune, je crois qu'elle a même pas 30 ans. Voilà, c'était un officier de l'armée très brillant, c'est une scientifique brillante, c'est une enquêtrice brillante, bref, elle a pas mal de cordes à son arc,
et pourtant elle est quand même assez jeune. Et on apprend aussi qu'avec sa sœur, elle a participé à un programme de formation pour devenir astronaute et aller voyager dans les étoiles. Tout ça à moins de 30 ans. On se dit, ça fait peut-être un peu beaucoup pour une personne. Aussi brillante soit-elle, ça fait peut-être beaucoup pour une personne. Après, on commence à la connaître. On apprend à la connaître dans ce premier tome. Je pense que ça peut donner une saga assez intéressante du point de vue scientifique, mêlant un peu le thriller et la science, la conquête de l'espace. C'est absolument passionnant et on sait la minutie que Patricia Cornwell a pour vraiment bien documenter ses romans, que ce soit en termes de médecine légale ou en termes de science et de conquête de l'espace. Ici, c'est vraiment hyper bien documenté. On apprend énormément de choses. Alors ici, c'est le premier roman avec cette enquêtrice, mais je pense que je lirai les suivants. Je crois que le tome 2 est sorti il n'y a pas longtemps. Je lirai, enfin voilà, dès que je me le procurerai, je lirai parce que j'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire. Alors, évidemment, cette série ne va pas détrôner la saga qu'Escarpetta dans mon cœur, parce que faut vraiment y aller. Hein. Mais voilà, ça reste très plaisant à lire. Et si vous voulez apprendre plein de choses sur la conquête spatiale et sur la mécanique quantique, sans pour autant vous prendre pour Einstein. Rassurez-vous, ça reste quand même assez accessible. Je vous encourage vivement à découvrir Quantum, la nouvelle saga de Patricia Cornwell. Donc voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air et des commentaires, à échanger sur ces romans. Si vous les avez lus, je serai ravie d'échanger avec vous. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu vous aussi ces derniers jours. Voilà, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas, c'est gratuit, ça fait plaisir, ça ne fait de mal à personne. Et sur ce, je vous laisse, je vous souhaite de très très belles semaines, de très très belles lectures, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!